Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Pixil. Je suis Harmonie Dehaene, responsable de la communication scientifique chez Pixil. Je remercie d'abord chaleureusement nos 5 intervenants d'aujourd'hui d'avoir accepté de participer à cette session et grâce à qui la discussion promet d'être particulièrement riche. Je précise que vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long du webinaire. Il y en a certains qui ont déjà trouvé la fonctionnalité Q&R dans le bandeau de commande Zoom en bas. Il y aura un temps dédié à la fin du webinaire où nous essayerons de prendre vos questions. Le docteur Quentin, qui est neuroradiologue et président du groupe clinique du Mail à Grenoble, nous fait l'honneur aujourd'hui d'être le modérateur de cette session. Alors, docteur Quentin, je vous cède la parole. Merci Harmonie, bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui va traiter donc de l'intégration des outils d'intelligence artificielle en neuroradiologie dans une activité d'imagerie dite de routine. Donc, pour ce faire, on est ravi d'accueillir Madame Véronica Munoz-Ramirez, qui est ingénieure biomédicale, docteur en ingénierie de la santé, qui a travaillé sur l'imagerie de la maladie de Parkinson en lien avec l'INRIA et l'Institut de neurosciences de Grenoble, et qui, après un postdoc, est devenu et occupe actuellement le poste de spécialiste en recherche clinique et développement chez Pixil. On accueille également Madame Peggy Fassard, qui est cadre manipulatrice en IRM au Centre Léonard de Vinci à Douai, passionnée aussi de guitare électrique, au sein du pôle d'imagerie et de cancérologie. On accueille le docteur Arnaud Boguit, qui est radiologue spécialisé en neuroimagerie, membre de la SFNR et qui exerce également au Centre Léonard de Vinci. Et enfin, Monsieur Belal El Fatei, qui est un ancien manipulateur du CHU Erasme à Bruxelles, ancien ingénieur support et application et chef de projet chez Telemis, qui a été aussi responsable des ventes Siemens Elsiner, fondateur d'une société Force Support spécialisée dans la formation et l'outsourcing en imagerie médicale, et qui aujourd'hui est responsable des tests et validations chez Telemis. Telemis, c'est une société belge qui édite un PAX, mais également un MAX, des solutions de business intelligence. Et son PAX équipe approximativement 400 sites à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Donc, ce webinaire il va comporter 3 grandes parties, 3 grands temps. Une introduction de Madame Véronica Munoz-Ramirez qui, si j'ose dire, va un petit peu planter le décor. Et le décor, c'est celui de l'intelligence artificielle en neuroimagerie. Une première partie où Madame Peggy Fassard et le Dr Boguit nous parleront de leur expérience commune d'intégration des outils Pixil, avec une présentation technique de Madame Fassard sur cette intégration et les écueils, les solutions pour y faire face, les écueils qu'ils ont rencontrés lors de cette implémentation, et une présentation du Dr Boguit des résultats de cette intégration sur le plan médical. Une seconde partie où je vous présenterai notre expérience à nous, expérience grenobloise à la clinique du Mail, et où M. Fatei, dans la suite, donnera la vision de l'intégration du côté de l'éditeur PAX avec l'état actuel de l'intégration et le futur, et une présentation qui pourra donner lieu à des échanges sur les futurs développements, notamment des outils Pixil. Et enfin, une dernière phase, comme l'a dit Harmonie en introduction, qui se veut plus interactive, où chacun de vous pourra poser des questions qu'on vous invite donc à soumettre tout au long du webinaire via l'outil dédié que vous retrouvez en bas et auquel on répondra en fin de webinaire. Donc, pour commencer, Madame Munoz, vous qui travaillez à la fois au développement de solutions d'intelligence artificielle en neuroradiologie et qui êtes également directement en contact avec les équipes médicales et les manipulateurs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en guise d'introduction sur la place de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans la routine clinique en neuroradiologie? Merci beaucoup pour l'introduction, Dr Quentin. Donc, pour commencer ce webinaire, je vais vous présenter quelques concepts généraux sur l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'on les applique en neuroimagerie. Donc, l'intelligence artificielle est née en 1950 quand on s'est posé pour première fois la question est-ce que les machines peuvent penser et est-ce qu'on peut différencier un humain d'un robot? Donc, la définition dit que c'est un domaine interdisciplinaire qui développe des modèles et des systèmes capables d'exécuter des fonctions associées à l'intelligence humaine. Donc, on a souvent l'amalgame intelligence artificielle et réseau de neurones, mais en réalité, l'IA est beaucoup de choses. C'est la robotique, c'est les traitements de langage naturel, c'est le machine learning. En traitement d'image, on utilise souvent des techniques de machine learning. Il y en a diverses et variées, mais le principe est toujours le même. On a une image en entrée, à partir de laquelle on va extraire des paramètres, on va modéliser un problème pour avoir un résultat désiré, comme ici,
l'extraction des tissus du cerveau, la segmentation de tissus cérébraux. Donc, dans le machine learning, il y a le deep learning. Et le deep learning, il va faire l'extraction des paramètres et la modélisation à partir des réseaux de neurones. Donc, pour continuer avec mon exemple sur la segmentation des tissus cérébraux, en machine learning, on va extraire un paramètre comme peut être les histogrammes d'intensité de matière grise. On va les modéliser en faisant par exemple une moyenne de distribution des CSF matière blanche, matière grise. Et puis, quand on a une nouvelle image à inférer, le modèle il va automatiquement extraire l'histogramme, il va adapter au mieux le modèle qu'on a trouvé et il va nous donner cette segmentation-là. Au contraire, en deep learning, on va plutôt donner une grande base de données avec les segmentations correspondantes à un réseau qui est naïf. Il va apprendre à reproduire ces résultats et une fois que le réseau sera entraîné, quand on lui donne un nouveau exemple, il va nous donner une carte de segmentation de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus précise et beaucoup plus robuste. Et en effet, c'est pour ça que les réseaux de neurones sont très populaires. Donc, ces réseaux s'inspirent du système visuel. Ils sont organisés en couches. Dans les systèmes visuels, les différentes aires visuelles vont traiter une partie de l'information, soit les couleurs, soit la forme, les mouvements, etc. On emprunte aussi les concepts d'amélioration fonctionnelle. Plus un canal est utilisé, plus stable il est et plus rapide l'information transite. De façon similaire, plus on donne des images au réseau et des images pertinentes, plus il va être robuste et précis. Donc, à travers les temps, je vous avais dit, c'était en 1950 que cette histoire commence, et petit à petit, on a eu plusieurs applications de l'intelligence artificielle dans le domaine médical. En 1985, on a les premiers robots en chirurgie. En 2017, on a les premiers dispositifs qui utilisent du deep learning qui a été certifié. En 2019, Pixel est certifié à son tour. Et cette année, il y a presque 400 algorithmes d'intelligence artificielle en radiologie certifiés. Donc, on a une pleine explosion. La recherche le montre aussi. Juste l'année dernière, en 2022, il y a eu plus de 1700 articles publiés au sujet de l'IA en neuroimagerie et spécifiquement en IRM. Donc, parallèlement, on a aussi la charge de travail des radiologues qui explose. Dans les dernières 20 années en Europe, il y a une augmentation de 62% de radiologues pour une augmentation de presque 800% des images médicales. Donc, on voit bien qu'il y a un besoin, en fait, il y a un besoin de support aux radiologues dans leur travail. Et c'est exactement ça que l'IA propose. Il propose de donner plus de confiance aux radiologues, puisque c'est un deuxième avis, et d'améliorer leur sensibilité, de leur proposer un gain de temps, de la reproducibilité avec des rapports qui sont homogénéisés. En plus, on peut augmenter les capacités des radiologues en leur proposant de nouveaux biomarqueurs, des comparaisons à des populations normales, saines, et donc de leur donner plus d'informations pour établir un diagnostic. Donc maintenant, la question est comment est-ce qu'on met ces outils qui ont l'air fabuleux dans les mains des radiologues? Donc, chez Pixel, on a défini que pour avoir des solutions pertinentes d'intelligence artificielle, il faut suivre 4 piliers. Donc, le premier, c'est la justesse. Il faut que les algorithmes soient sensibles, précis et généralisables, qu'ils marchent bien avec tous les constructeurs d'IRM. Que les solutions soient sûres. Il faut qu'on suive toutes les normes d'anonymisation et toutes les autres normes en vigueur. Que les algorithmes soient rapides. Il faut que les résultats soient disponibles au moment où ils sont utiles, des fois quand le patient il est encore dans l'IRM. Et finalement, que ça soit simple d'utiliser. Donc, il faut que l'intégration soit transparente dans les différents packs et consoles,
on n'aille pas à sortir de subtils préférés des radiologues, mais que l'utilisation soit plutôt automatique et sans contrainte. Et donc, aujourd'hui, le message que je vous donne, c'est que la recherche en IA est très avancée, on arrive à faire beaucoup de choses, les besoins existent, il y a beaucoup d'images médicales à traiter, et donc, on peut travailler ensemble dans l'intégration qui joue un rôle critique dans l'adoption de l'IA en neuroimagerie clinique. C'est tout pour moi. Parfait, merci beaucoup Madame Munoz. Alors, je vous propose de poursuivre maintenant avec un exemple d'intégration réussie au Centre d'imagerie et de cancérologie de Douai. Donc, Madame Fassard et Dr Boguit, je crois que vous utilisez en routine l'outil de Pixil pour le diagnostic et le suivi de certaines pathologies neurologiques, comme la sclérose en plaques ou les pathologies neurodégénératives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la solution a été intégrée dans votre centre et les bénéfices que vous en tirez sur le plan médical et clinique? Oui, tout à fait, je vous remercie. On va alterner avec Peggy Fassard un petit peu. Je vais commencer. Ensuite, elle va vous montrer un petit peu les modalités pratiques. Et puis, on va enfin ouvrir un petit peu la discussion. Donc, il nous fallait un système qui soit fiable, comme on vient de le dire, reproductible et facile à utiliser. Donc, facile à utiliser, c'est simple normalement, mais là, j'ai un problème de partage d'écran, je crois. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Je suis désolé. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Alors maintenant, il faut que je le lise. Bon. Excusez-moi. Donc, comme je disais, il faut que ce soit simple et que ce soit reproductible. Donc, on s'est attaché essentiellement à l'étude de la sclérose en plaques avec l'algorithme d'IA. On pratique notre activité dans une structure libérale qui a une grosse orientation oncologique, mais on a également des vacations avec spécificité d'organes. On travaille essentiellement avec des neurologues hospitaliers et des neurologues libéraux dans le cadre du suivi de la sclérose en plaques. Donc, en fait, on avait une problématique qui était basée sur l'optimisation du diagnostic, puisque ce n'est pas le bon PowerPoint. Je vous prie de m'excuser, je ne comprends pas. Excusez-moi. J'ai un problème. Bon, je vais enchaîner sur celui-là. Alors, on avait une problématique qui était basée sur les recommandations du CIRTACID de limiter le nombre d'injections, mais également une optimisation de la fiabilité du diagnostic, puisque on a de nouvelles classes de médicaments et il faut pouvoir s'adapter en cours de traitement. Donc, les recommandations OFCEP sont aussi plus précises depuis 2020, puisqu'on a des critères d'injection en début de suivi, lors des contrôles, et puis parfois en cas de poussée, lorsque l'on recherche une activité en vue d'un changement de traitement. Donc, on s'est retrouvé confronté dans notre activité à des séquences injectées, des séquences non injectées, et il nous fallait pouvoir nous adapter assez rapidement, puisque parfois, dans le cadre d'une surveillance, on a une obligation d'injection. Alors, avant d'utiliser Pixil, on faisait sortir le patient, on le faisait attendre dans sa cabine, le temps de vraiment comparer les séquences. Actuellement, on compare les séquences FLAIR en début d'examen, ce qui fait qu'on est reproductible. On fait toutes nos séquences FLAIR sans injection, mais essentiellement sur la machine 3T. On fait une comparaison rapide de nos séquences et on a le retour de Pixil également très rapidement, comme va vous le montrer Madame Fassard, qui nous permet de conforter un petit peu ce qu'on pense. Avant d'installer tout ce système de fonctionnalité de l'intelligence artificielle, on s'est attaché, justement, tout à l'heure on parlait des RGPD, à faire en sorte que les règles des RGPD soient respectées. Donc, il y a tout un travail juridique d'amont, puis une implication importante du service informatique pour les échanges. On a donc procédé à un affichage à destination des patients dans les salles d'attente, les avisant qu'il était possible qu'on prenne un avis extérieur ou qu'on ait recours à des outils. Et on leur demande de nous signaler s'ils ne sont pas d'accord. Après, pour le suivi de l'examen, comme vous le verrez, certains peuvent suivre les reconstructions fournies par Pixil, enfin les imageries fournies par Pixil et leurs séquences natives sur le PACS.
Moi, personnellement, je continue à regarder sur les consoles constructeurs et à afficher juste à côté mes images qui reviennent du PACS. Donc ça, c'est juste un exemple de ce qu'on affiche avec un code à flasher et qui accède directement au site de la clinique. Donc là, je vais passer la parole à Madame Fassard qui va vous expliquer un petit peu comment, comment on procède. Voilà. Et je suis vraiment désolé pour les errements de début de présentation. Bonjour, donc effectivement, la prise en charge, elle est faite par l'équipe de manipulateurs qui interroge le patient sur son indication, sur son suivi sur sa sclérose en plaques. Donc, on va interroger le patient sur la date d'instauration, sur la nature du traitement, s'il a eu éventuellement de nouvelles poussées ou de nouveaux signes cliniques. En fonction de ça, on anticipera la pose d'accès veineux en accord avec le radiologue ou pas. Donc, tout ça est possible grâce à une équipe de manipulateurs qui sont impliqués dans la démarche clinique et technique. Donc en routine, on va acquérir la séquence FLAIR dès le début d'examen. Ça va nous permettre de l'envoyer au plus vite sur le serveur Pixil. Donc les images sont transférées en automatique de la console d'acquisition vers le serveur. Et c'est ensuite le manipulateur qui va envoyer la séquence du jour et la séquence de l'examen précédent pour comparaison sur le serveur Pixil qui est implanté localement. Celui-ci va anonymiser les données et les transférer sur leur data center en vue du post-traitement. Donc, je vous ai fait une petite animation sur notre façon de travailler. Donc, on va aller chercher la séquence CubeFlair qui est faite au départ, qui est envoyée, donc celle du jour, qui est envoyée sur le serveur. Et on prend l'examen précédent. Donc, pareil, on envoie la séquence CubeFlair, voilà, sur le serveur. Donc, tout ça, c'est quand même assez rapide, mais on avait une contrainte. Au départ, on avait 15 secondes pour le faire. C'était parfois un peu juste, donc on a travaillé avec notre service informatique en interne et avec l'équipe Pixil pour allonger ce délai. Donc maintenant, on a tout le temps de l'analyse de la première séquence pour envoyer la séquence de l'examen précédent pour comparaison. Ensuite, la récupération du rapport se fait sur le serveur entre 5 et 7 minutes. Donc ça permet de savoir avant la fin de l'examen et de voir s'il y a besoin d'injecter. Donc on va réceptionner le PDF et les séries traitées sur notre PACS, qui avec la réaffectation de l'identité par le serveur Pixil local. Donc voilà, là on va voir l'envoi des séquences. Donc on envoie effectivement les séquences à 10h27, elles sont récupérées à 10h33 pour pouvoir analyser, et le rapport qui est réintégré dans le PACS avec la bonne identité. Oui, donc comme vous le voyez, le rapport nous permet de voir s'il y a de nouvelles lésions, s'il y a des lésions croissantes ou si les lésions sont stables. À titre personnel, ça m'a fait gagner pas mal de temps, ou tout au moins pas mal de sérénité, puisque, comme vous allez le voir, il y a des moments où c'est un petit peu compliqué. Donc là, on récupère à la fois le rapport, mais à la fois les images traitées avec le cerclage des lésions qui sont bleues pour celles qui étaient déjà visibles, rouge, comme vous l'avez vu, pour celles qui sont nouvelles, et orange pour celles qui sont en croissance. Au début, on avait juste un rendu sur des acquisitions sagittales. Maintenant, on réussit, grâce à la collaboration avec Pixil, on a des reconstructions sagittales et axiales à partir de la séquence CubeFlair. Donc là, bien évidemment, c'est une animation un petit peu rapide, mais on fait défiler les images au même rythme que la façon dont on travaille sur la console de visualisation. De fait, ça m'aide beaucoup dans la conduite à tenir en cours de procédure quand on a un doute sur une évolutivité et un doute sur une injection ou non, ou tout au moins sur un contrôle rapproché ou non, puisque ça permet de faciliter le diagnostic, même si ça n'empêche pas le travail sur les séquences natives. Et c'est aussi très sécurisant dans les CEP confluentes, parce qu'avant, c'est vrai que comme on injectait un peu systématiquement, on avait parfois des plaques qui se rehaussaient qu'on n'avait pas vues, enfin, tout au moins ça pouvait arriver. Là maintenant, on n'injecte plus quand il n'y a pas d'indication à injecter, et donc c'est vrai que le contourage de ces plaques confluentes peut nous aider beaucoup. Bon, après, les lésions de toute petite taille, ben, c'est vrai que parfois on peut passer à côté. L'augmentation du volume de plaques, ça c'est encore autre chose. C'est-à-dire que on en discutera tout à l'heure, mais c'est un élément qui est intégré dans l'analyse, et c'est vrai que Pixil peut nous y aider. Puis l'IA, c'est aussi quand même quelque chose qui n'est pas négligeable quand on a une vacation prolongée et qu'en fin de procédure, en fin de vacation, on a encore des comparaisons à faire. Donc là, je vous ai pris 3 petits exemples assez rapides.
Là, comme vous le voyez, on a l'IRM de 2022, l'IRM de 2023. Il y a une plaque supplémentaire en temporal externe droit. Bon, elle est contourée en rouge. Le deuxième exemple est peut-être un tout petit peu moins parlant. Il est plus parlant sur la console. Maintenant, c'était une petite image hyper intense au contact du faisceau corticospinal droit. Et ça ne se voit pas vraiment peut-être sur la diapositive, mais il y a une réelle évolution de l'image. On a pris le temps avec Peggy de regarder toutes les coupes dans les 3 plans et il y a une réelle évolution de l'image que, à titre personnel, sans contourage de pixels, je n'aurais pas retenu. Et enfin, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est les plages confluentes avec toutes ces images bleues qui sont quand même tout à fait rassurantes. Donc, globalement, l'activité qu'on a et l'utilisation de Pixel ont permis une facilitation et puis une sécurisation un petit peu de celle-ci. On va dire, hein, parfois, on faisait revenir les patients ou on les réinjectait dans un second temps. Maintenant, ça se présente beaucoup moins fréquemment, voire ça n'arrive pratiquement plus. Je trouve que par rapport à des pathologies, des CEP progressives, on a acquis une relative sérénité. Ça aide donc à adapter le protocole et puis ça permet de conforter notre opinion. J'ai par ailleurs demandé aux patients, puisque ça ne prend pas de temps, donc on l'utilise, ça ne prend pas de temps par rapport à une exploration normale, voire on en gagne un petit peu parce qu'on passe un petit peu moins de temps à l'analyser après. J'ai demandé l'avis aux patients qu'on suit régulièrement et avec qui on est en climat de confiance. Pratiquement tous m'ont dit que ça ne les dérangeait pas. Au contraire, ça les sécurisait s'il y avait un outil supplémentaire. À la seule et unique condition, c'est que les images natives soient bien évidemment visualisées par le radiologue et analysées par le radiologue. Enfin, il y a très peu de questions concernant les RGPD, mais lorsqu'il y en a, il faut pouvoir répondre. Donc, c'est pour ça que j'incite tout le monde à regarder un petit peu et puis à faire un accès direct sur un site qui permet de répondre aux questions des patients. La dernière question, et je pense qu'on l'abordera peut-être au moment du débat, c'est savoir ce que l'on fait du rapport. Parce que l'algorithme est basé sur une sensibilité maximale pour ne rien rater. Et parfois, c'est compliqué parce qu'il y a des lésions que moi, je ne retiens pas et qui ont été éventuellement mises en évidence par l'algorithme. Donc, un rapport qui est un peu en discordance avec le compte-rendu. Donc, lors de la discussion, peut-être que ce serait intéressant de voir si on peut envisager des rapports modifiables. Nous, pour l'instant, on ne le laisse pas dans le PACS et on ne le fournit pas aux patients à titre personnel. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci pour cette présentation. Alors, peut-être je vous pose quelques questions suite à ces diverses présentations. Du point de vue du fournisseur de l'outil d'intelligence artificielle, donc je m'adresse à Madame Munoz. Qu'est-ce qui est déterminant pour réussir une intégration? Je vais vous parler tout à l'heure de mes 4 piliers. Et donc, il faut que l'algorithme soit précis, qu'il soit bon. Mais en fait, il faut que ce que nous, on prévoit comme résultat soit visible chez vous de la façon dont on l'a imaginé. Donc, ce qui est important, c'est avoir une sorte de homogénéisation sur les différents packs et consoles pour que ce qu'on prévoit de montrer soit affiché de la façon dont on veut. Donc, souvent, on est confronté à des problèmes où ça a marché très bien sur certaines consoles et pas sur les packs au début. Donc, on doit travailler ensemble pour améliorer l'affichage des résultats qu'on donne, mais on les fait cas par cas. Donc, ça serait quand même beaucoup plus pratique d'avoir une homogénéisation des pratiques. Voilà. Et sinon, la collaboration étroite entre manip radio, radiologue, IT de l'hôpital et nous, c'est très important pour réussir l'intégration aussi. Merci. Alors, vous l'avez dit, en effet, ça nécessite l'implication des manipulateurs. Peut-être une question pour Madame Fassard, vous qui êtes aussi, je crois, cadre dans votre établissement. Est-ce que ça a été facile de faire passer ça à l'ensemble de l'équipe des manipulateurs? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de cette phase d'intégration et quelles ont été éventuellement ces difficultés? Comment vous y avez fait face? Non, il n'y a pas eu vraiment de difficultés. Les manipulateurs étaient plutôt contents d'être impliqués, en fait, parce qu'on est aussi un peu la première barrière, parce que le fait d'avoir le rapport Pixel,
voilà, on regarde le rapport et ça permet de s'interroger, de discuter avec le radiologue, de l'intérêt de l'injection ou pas. Donc ça implique beaucoup plus le manipulateur dans la démarche médicale aussi. Donc ça a été plutôt bien vu par l'ensemble de l'équipe. Ouais, plus Finalement, d'échanges avec les équipes. très Ouais. peu de manœuvres, oui. Donc, Ok. Docteur Bogui, donc on a compris que vous utilisez en routine l'outil. Est-ce que les autres radiologues de votre équipe se sont aussi appropriés ces outils? Et si oui, est-ce que l'intégration, le fait que les résultats arrivent plus rapidement, y a participé? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'au au début de l'utilisation de Pixil, sur la version précédente, on va dire que mes associés regardaient avec beaucoup d'intérêt, mais un petit sourire, cette activité. Et maintenant, je pense qu'elle est totalement impliquée dans leur mode de fonctionnement, puisque enfin, je veux dire, ce serait dommage de se priver d'un outil qui, comme tout outil, s'il n'est pas parfait, nous permet quand même de gagner beaucoup de fiabilité, de tranquillité, et sans nous faire perdre de temps, quoi. Donc oui, tous les associés qui font des études et des suivis de sclérose en plaques, parce qu'on l'a utilisé essentiellement dans cette application-là, s'en servent, et avec plaisir. Avec plaisir. Bon. Ok, donc je vous propose peut-être de discuter des évolutions futures, ce qu'on fait du rapport dans la phase de discussion un petit peu plus finale, après la présentation de M. El Fatehi. Donc là, on va enchaîner. Là, je vais vous parler de notre expérience à nous au groupe du MAI, puisqu'on a aussi intégré plusieurs solutions d'intelligence artificielle, notamment les outils Pixil. Et étant à Grenoble, on a la chance de travailler en étroite collaboration avec eux et de tester évidemment les dernières optimisations en termes d'intégration, y compris avec notre fournisseur de PACS Telemis. Donc, je vais partager avec vous quelques slides. Si ça veut bien passer en plein écran. Voilà. Donc, la première question que nous, on s'est posée, c'était pourquoi, quand Pixil nous a proposé d'aller un petit peu plus loin avec la mise en place de cette intégration, pourquoi faire cette intégration? Le premier intérêt qu'on y a vu, c'était limiter la participation du radiologue à l'envoi des séries et quelque part gommer tous ces moments où le radiologue attend de voir si la série est arrivée pour l'envoyer, attend de voir si le rapport est bien revenu, et automatiser les choses et faire que le radiologue, quelque part, se concentre sur uniquement l'activité médicale d'analyse des images. Donc ça a été la première motivation. La deuxième, évidemment, ça a été de gagner du temps, obtenir rapidement le résultat. Pourquoi? Pour la sclérose en plaques, pour nous permettre, l'outil étant très sensible, et on va le voir au travers de quelques cas cliniques ultérieurement, les lésions stables ne prétendent plus à débat. Ces résultats nous permettent de nous concentrer uniquement sur les lésions litigieuses. Et pour ce qui est de la volumétrie cérébrale, l'outil Brain Volume, d'obtenir des informations quantitatives qu'on n'avait pas forcément, avec une analyse visuelle classique, et donc de détecter des modifications morphologiques parfois un petit peu plus précocement. La rapidité dans l'obtention des résultats, ça nous permettait, exactement comme le décrivait le Dr Bogui, d'en tenir compte dans la conception du compte-rendu et de plus limiter l'outil à un contrôle a posteriori d'un compte-rendu qu'on aurait déjà généré avant sans tenir compte des résultats de l'intelligence artificielle, et bien évidemment de donner une information plus précise et définitive aux patients en cabine. On redit aussi un petit peu des choses qu'a évoqué Madame Fassard. Le fait d'intégrer un outil, ça fait participer plein de monde dans la maison, l'équipe informatique, les manipulateurs, toute l'équipe médicale. Et donc, il y a une adhésion à l'outil. Ce n'est plus simplement un radiologue dans son coin qui va envoyer 2 séquences et attendre un résultat. C'est vraiment un projet plus global au sein du centre d'imagerie. Comment ça marche? On l'a dit également, c'est un travail d'équipe, puisqu'il y a à la fois les ingénieurs Pixil, l'équipe Manip, les ingénieurs d'application des consoles IRM, les ingénieurs d'application du PACS, l'équipe informatique, les équipes médicales qui travaillent ensemble pour que cette intégration soit mise en place. Ça passe par une réflexion sur l'ordre de programmation des séquences, on l'a dit aussi. Évidemment, pour avoir les résultats rapidement, il faut que la séquence soit traitée rapidement par Pixil, donc il faut qu'elle soit envoyée en premier, donc que l'acquisition se fasse en premier. Et un travail également sur la dénomination des séquences par le manipulateur, puisqu'on va le voir, les transferts qui sont largement automatisés
passe par la détection de mots dans des champs d'ICOM et notamment dans le nom de la séquence. Et tout ça, comme on l'a dit, doit se faire dans des conditions de transfert d'images et de données sécurisées. Donc, en pratique, chez nous, comment ça se place? Sur la colonne de gauche, vous avez comment ça se passe pour le brain volume, la morphométrie pour les maladies neurodégénératives. Il n'y a plus aucune interaction humaine, si j'ose dire. La série du jour et la série antérieure sont automatiquement récupérées depuis le PACS grâce à un filtre sur le champ d'ICOM. Quand on sait que le patient vient pour une pathologie neurodégénérative, on fait une séquence 3DT1 qui a un nom particulier et c'est ce nom particulier qui va automatiser les envois. Et le rapport PDF va revenir automatiquement dans le dossier patient. Pour ce qui est de la sclérose en plaques, c'est quasiment pareil. Pour ce qui est de la série antérieure, en tout cas, elle est automatiquement récupérée sur le PACS grâce au champ d'ICOM. La seule interférence manuelle, c'est un clic du manipulateur. Quand la série FLAIR du jour est acquise, elle est envoyée manuellement vers les serveurs Pixil. Et donc, en bleu, vous avez tous les membres de l'équipe qui ont participé, donc que ce soit le PACS, les ingénieurs PACS, les manipulateurs référents, les équipes informatiques pour déclarer les nœuds réseau. Donc, on revient bien sur ce côté multidisciplinaire dans la mise en place. Pour ce qui est des résultats de la sclérose en plaques, on obtient la série, donc le rapport PDF, et la série, ce qui nous est le plus utile, la série MPR, la série 3D Pixil avec les contourages de lésions sur lesquels on peut faire des reconstructions MPR. Cette série sur notre PACS Télémis, on peut la faire défiler et la recaler avec la série FLAIR du jour, l'antériorité et la série de fusion. Et donc, ça nous permet d'analyser le tout en même temps. Et le PACS Télémis nous permet également de faire des fusions de séries. Donc, quelques cas cliniques pour illustrer l'intérêt d'avoir fait cette intégration, l'avoir poussé je dirais à ce niveau-là pour obtenir rapidement les résultats. Là, un premier cas où il n'y a pas vraiment de sujet, le radiologue ne trouve pas de nouvelles lésions, Pixil non plus, il y a un accord entre les deux. Donc là, ça va vous donner une confiance dans le diagnostic. Le radiologue va être beaucoup plus serein, voire même, il ne va pas prendre le temps de comparer chacune des lésions une à une parce que avec l'habitude, il a appris à se rendre compte que l'outil Pixil est très bon quand les lésions sont stables. Donc là, une confiance dans le diagnostic. Un autre cas, là, une évolution entre 2020 et 2023, une évolution clinique avec une poussée actuelle, une nette évolution qui est retrouvée par le radiologue. Là, c'est pareil, ça va vous apporter de la sérénité, ça va aussi vous apporter des données complémentaires que vous n'auriez pas compte tenu de la charge lésionnelle, des données de volume et éventuellement des données sur le nombre de lésions. Donc là, on voit bien à l'œil nu que ça évolue très clairement entre 2020 et 2023. La série de fusion, elle confirme l'évolution avec les lésions en bleu qui sont les lésions anciennes, les lésions en blanc qui sont les lésions nouvelles, et Pixil, à nouveau, vous donne le même type d'informations. Là où ça devient plus intéressant, c'est quand il y a un désaccord entre la première analyse du radiologue et l'analyse Pixil, et on va voir que très souvent, pour ne pas dire toujours, ça permet, cette analyse par l'intelligence artificielle, de corriger la première analyse du radiologue. Donc là, c'est un patient qui n'avait pas de traitement de fond, une stabilité clinique, aucune poussée. La dernière IRM datée de 2011. Le radiologue, sur sa première analyse, ne trouve pas d'évolution et pour autant, au final, il va retenir une lésion croissante grâce au rapport Pixil qu'il aura obtenu. Donc ça, par exemple, c'est une nouvelle lésion décrite par Pixil, donc qui est contourée en rouge ici, que le radiologue n'a pas retenu, mais on comprend bien que le logiciel ait détecté quelque chose, vu la différence de qualité entre les images, mais voilà, qui est liée à l'évolution technique des produits entre 2011 et 2023, avec en plus du DLR sur une série 3D sur une IRM 1.5. Donc là, cette lésion n'a pas été retenue. Par contre, cette lésion croissante n'avait pas été vue par le radiologue. Alors, a posteriori, même si les lésions croissantes, les petites lésions, c'est souvent difficile sur les séries de fusion. Et là, malgré tout, a posteriori, on voyait un double contour. Donc, on voyait bien qu'il y a une petite croissance. Et quand on revient sur les images natives, on la retrouve. C'est parfois difficile quand on a beaucoup de lésions à comparer. Là, voilà, Pixil a rattrapé le diagnostic dans ce cas-là. Un autre cas avec un espacement entre les IRM plus courts, 2020-2023,
On compare une 3T en 2020, une 1.5 en 2023 du même constructeur. Pas d'évolution pour le radiologue et à nouveau un compte-rendu qui va être modifié par l'analyse Pixil et finalement une nouvelle lésion qui va être retenue, qui n'avait pas été vue par le radiologue. Donc là, deux premières lésions apparues, retenues par Pixil, que le radiologue n'a pas forcément retenues. C'est une patiente de 60 ans, peut-être que c'est des choses un peu microvasculaires, type le spontique. Il y a une différence d'intensité de signal entre les lésions. Donc on comprend que la solution, qui est très sensible, ait détecté quelque chose. On ne l'a pas forcément retenu. Par contre, cette lésion-là qui est détectée par Pixil, a posteriori, c'est pareil, le radiologue ne l'a pas vu, mais il y a bien une apparition de lésion. On voit bien sur la fusion que l'ancienne lésion est en bleu, la nouvelle est en blanc. Et sur les séries natives, que la lésion n'y était pas. Donc là, ça corrige à nouveau le diagnostic et une lésion croissante sur le même rapport qui n'a pas forcément été retenu, mais qui s'explique de par la différence technique entre les séries acquises. Si on passe maintenant sur la volumétrie cérébrale, le même type d'intérêt à intégrer les solutions Pixil pour avoir les rapports rapidement et en tenir compte au moment de l'analyse. Une suspicion de maladie d'Alzheimer par le neurologue adressé pour un bilan dégénératif, où là, morphologiquement, on voit bien qu'il y a un élargissement de la fissure choroïde et de la corne temporale. Et donc, on sent bien que l'hippocampe gauche n'est pas normal, est un peu atrophique. On confirme ça dans le plan axial. Là, Pixil va vous donner des données quantitatives, va confirmer votre diagnostic et va vous donner des informations que vous n'auriez pas eues sans l'outil. Donc, va conforter votre diagnostic. Et petit clin d'œil, ce patient avait aussi un antécédent d'AVC pariétal gauche. Et on voit bien que là aussi, Pixil met bien en évidence une différence de volume entre les régions pariétales, droite et gauche. Donc, à nouveau, des données quantitatives qui viennent confirmer l'analyse un peu subjective et visuelle du radiologue. Un autre cas, un bilan de troubles amnésiques. Là, pareillement, les hippocampes vous semblent peut-être réduits en taille, mais le patient a 80 ans. C'est globalement corrélé au volume cérébral global. Donc, très difficile d'affirmer une maladie d'Alzheimer débutante. Sur le plan morphologique, quand vous regardez les régions frontales ou temporales, vous ne voyez pas de prédominance particulière de l'atrophie. Et pour autant, l'analyse Pixil vous pointe une anomalie de volume dans les régions frontales et temporales et donc va vous orienter peut-être vers une démence frontotemporale que vous n'auriez pas vue. Vous allez la retenir, vous n'allez pas la retenir. En tout cas, ça va vous permettre de vous poser la question et éventuellement être utile aux cliniciens si vous faites le choix d'en parler dans votre compte-rendu pour le suivi du patient. Un autre cas, enfin pour finir, une patiente beaucoup plus jeune avec une maladie de Stener, donc une dystrophie myoclonique. On cherche plutôt des anomalies de signal de la substance blanche. Alors, c'est décrit dans les régions frontales. Et là, typiquement, je dirais par hasard, parce que morphologiquement, chez quelqu'un de 33 ans, vous ne voyez pas d'atrophie particulière, enfin évidente. Et pour autant, Pixil vous signale qu'on est autour du 5e percentile. Et donc, vous alerte sur quelque chose que vous n'auriez peut-être pas détecté. À nouveau, c'est vous, radiologue, qui définissez si vous retenez ou pas, mais ça vous aiguille, ça attire votre attention sur des choses que vous n'auriez peut-être pas vues. Donc, en résumé, le rôle du radiologue, il reste incontournable. L'IA, elle va détecter, elle va segmenter, elle va comparer, mais elle ne va pas corriger des différences qui peuvent être liées aux IRM, aux séquences. Donc, le radiologue a la main. Mais l'intégration, ça va lui permettre à ce radiologue de gagner du temps et d'intégrer ses résultats dans son analyse au moment de l'examen et pas a posteriori. Dans notre expérience, pour la sclérose en plaques, ça nous permet de nous concentrer sur les lésions litigieuses. Ça nous permet de rattraper des lésions de petite taille ou des lésions croissantes qui n'avaient pas été vues, pour lesquelles la fusion est parfois limite, avec des petits défauts de recalage et des lésions qui, pour autant, peuvent modifier le suivi et la prise en charge. Et enfin, dans les cas très simples, ça soulage un petit peu le radiologue. Ma foi, vu les volumes d'examen qu'on brasse, c'est plutôt agréable et ça lui donne de la confiance dans son diagnostic. Et enfin, pour terminer, peut-être quelques développements futurs sur lesquels on discutera en fin de webinaire. Pour ce qui est de l'outil Pixil sur la sclérose en plaques, peut-être pouvoir choisir les images résumées, c'est des choses qu'on évoquera peut-être. Choisir les images qu'on fait figurer dans les rapports pour que ça colle bien avec nos comptes rendus.
Le seuil de détection étant très très bon et beaucoup de lésions étant détectées, peut-être laisser le choix au radiologue, lui donner la possibilité de valider ou de désélectionner un certain nombre de lésions à nouveau pour faire coller les résultats au compte rendu. Et pour ce qui est de la volumétrie, avoir une série tridimensionnelle comme on l'a pour la sclérose en plaques, pour bien mettre en évidence morphologiquement les zones anatomiques où on a des différences de volume, et pouvoir à nouveau interférer avec le rapport en choisissant les régions anatomiques qu'on fait figurer sur le rapport, parce qu'il y a beaucoup de régions anatomiques au niveau cérébral. Donc, ça peut vite faire un inventaire assez large si on les fait toutes figurer, et choisir le côté uni ou bilatéral. Et enfin, pour finir, pour les éditeurs de PACS, avoir une information via un code couleur sur la ligne de l'examen, sur la disponibilité des résultats de la solution d'intelligence artificielle ou sur certains types de résultats. La génération automatique de la série de fusion qui, pour l'instant, est encore manuelle. Et pour ce qui est de Télémis, l'alimentation, parce qu'ils ont un très bon outil de suivi de lésions, l'interfaçage entre le rapport Pixel et cet outil de suivi pour qu'on puisse avoir accès à un suivi graphique. Tout ça, c'est des pistes d'évolution dont on parlera peut-être. Voilà pour cette petite présentation de notre expérience grenobloise. Je vous propose maintenant de donner la parole à M. Fatei, qui est donc responsable des tests et des nouvelles fonctionnalités chez Télémis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Fatei, sur ce qui est mis en place actuellement, comment ça fonctionne? Peut-être nous partager aussi quelques éléments de roadmap, autrement dit, nous dire ce qui est en développement ou en projet en termes d'intégration et qui peut-être pourrait apporter des réponses à certaines des attentes qu'on vient de mentionner. Tout à fait. Alors, en fait, il y a déjà beaucoup de choses beaucoup de sujets dont que vous avez abordés qui, en fait, sont, je pense, déjà en retenue clinique installés dans plusieurs centres. Typiquement, le sujet dont vous venez de parler, c'est-à-dire l'utilisation de codes couleurs dans Télémis en fonction des résultats qu'on reçoit de certains outils d'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on fait déjà en fait. Hein. Donc on peut déjà recevoir en fonction du type de résultat qu'on reçoit de l'intelligence artificielle, on va pouvoir coder en rouge, en orange ou en vert en disant que voilà, ce type de résultat, eh bien, on a reçu un résultat qui est positif, qui est négatif, qui est inquiétant. Tout ça, c'est quelque chose de très paramétrable et de très customisable. Il faudra peut-être probablement creuser un peu avec l'équipe Pixel pour voir ce qu'il est possible de faire à ce niveau-là. Alors, au niveau de l'intégration, parce que c'est mon sujet tourne autour de l'intégration entre les solutions de Pixel et de Télémis en l'occurrence, étant donné que c'est l'outil que je connais le mieux. En fait, il y a déjà toute une série de choses qui existent. Déjà, le fait d'envoyer les images automatiquement au niveau des serveurs de Pixel, ça vous en avez parlé, c'est très utile, ça fait gagner du temps à tout le monde, et c'est automatique, donc en théorie, il y a moins d'erreurs. Ça, c'est déjà un point qui est très important, ça fait partie de l'intégration. Autre point d'intégration qui est extrêmement important, c'est déjà le simple fait de recevoir les images. Recevoir les post-traitements et les images, les volumes qui sont contourés, avoir la possibilité de les afficher correctement, mettre en place des outils de synchronisation. Tout ça, ce sont des fonctionnalités, des intégrations qui existent en routine clinique. La possibilité de pouvoir configurer son écran, d'afficher des comptes rendus. Tout ça, ce sont des outils, des éléments d'intégration qui existent déjà. Alors, on peut aller encore plus loin. Vous parliez tout à l'heure de la possibilité de faire de la fusion automatiquement. Aujourd'hui, la fusion, elle est manuelle, mais moyennant des glisses et déposés et puis des opérations telles que celle-ci, on va pouvoir très très vite fusionner des séries entre elles, modifier. Alors on va le laisser fusionner les séries. Là-dessus, on va pouvoir aussi faire des modifications de code couleur. Alors, on n'a pas des codes couleurs aussi jolis que ce que vous nous avez montré dans vos slides, mais on peut voir ici que très rapidement, hein, on va fusionner une série qui date d'il y a 3 ans avec une série qui date d'il y a 7 mois, hein, et on va pouvoir naviguer au niveau de la série qui est fusionnée. Donc, tous ces éléments-là que je viens de vous citer, ce sont des éléments qui existent déjà. Ça, c'est comme dirait l'expression, ça, c'est cadeau. Et donc,
ce côté intégration aujourd'hui, il est déjà très utile, il est déjà déployé et c'est déjà en route clinique. Et Dr Quentin, comme vous l'avez spécifié, ça tourne déjà en fait. Donc ça c'est déjà là et c'est très utile. Alors ensuite, vous avez abordé une question qui est intéressante, c'est la question de l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut améliorer là-dedans? Alors, en fait, quand on regarde, je vais rouvrir la série des résultats qu'on reçoit de la part de Pixil, on voit ici qu'on a des images et qu'on a toute une série de contourages. Alors ces contourages, en fait, aujourd'hui, on va dire qu'ils sont présentés comme s'ils étaient gravés dans l'image. Et c'est le cas. Aujourd'hui, tous ces contourages sont gravés dans l'image. Par contre, on sait que techniquement, technologiquement, tous ces contours, ils ont des propriétés informatiques qu'en langage de technique imagerie, on parle de contourage, de heurté struct. Donc, ce sont des terminologies un peu spécifiques, mais qui ont un sens derrière. Donc, une des idées sur laquelle on est en train de travailler au niveau de Télémis, c'est de pouvoir intégrer ces contourages, non pas de façon statique, gravés dans l'image, mais plutôt les considérer comme des éléments supplémentaires pour en faire quelque chose de dynamique. Dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces éléments-là, plutôt qu'ils soient gravés, on va comprendre ce qu'ils veulent dire. Et quand on arrive à faire ça, quand on arrive à comprendre que ce contour-là, il est bleu et il signifie quelque chose, que celui-ci il est rouge et qu'il signifie autre chose, l'idée derrière, c'est de pouvoir, comme l'a dit le docteur Quentin tout à l'heure, d'intégrer ça dans notre outil de suivi de lésion. Alors, on a un outil qui, je vais vous trouver un cas ici d'ailleurs, je pense, voilà. Alors, c'est la version simple que je vous montre ici. Donc, c'est la possibilité de pouvoir suivre dans le temps ce qu'on va considérer comme étant une mesure. Alors, ça peut être une mesure de distance. Dans le cas que je vous montre, ce n'est pas une mesure de distance, c'est une mesure de volume. Donc, on peut faire des volumes dans le système et puis comparer, un peu comme un CAD en fait. Hein, donc, c'est typiquement le cas d'utilisation que je vous montre ici. Donc, comparer cette mesure dans le temps. Si on arrive à intégrer ces fameux contours de la part de Pixil comme étant quelque chose de dynamique, on pourrait de façon quasi systématique ou automatique intégrer ça dans cet outil-là et pouvoir faire un suivi comme ça longitudinal. Donc ça fait partie des pistes sur lesquelles nous sommes en train de travailler de façon très concrète et en espérant évidemment que ceci facilite encore plus le travail du radiologue. Je vais m'arrêter là pour la présentation. Et bien sûr, s'il y a des discussions, des questions, je suis à votre disposition. Ok, merci Monsieur El Fattei. Peut-être une première question. Les radiologues constatent parfois des incompatibilités entre les séries générées par différents systèmes, des incompatibilités liées à des marques qu'on ne peut pas voir avec une certaine solution de post-traitement ou des séries qu'on génère qui, par exemple, ont un scrolling inversé par rapport à des séries générées sur une autre solution. Est-ce qu'il y a des travaux en cours entre les différents éditeurs de PACS ou de solutions de post-traitement pour homogénéiser les choses, ou est-ce que chacun travaille de façon un peu cloisonnée en silo? Bon, alors, la compatibilité entre les différents systèmes est un challenge qui ne date pas d'hier. C'est depuis que le DICOM existe. D'ailleurs, le DICOM existe à la base parce qu'il y avait des problèmes de compatibilité entre les différents fournisseurs, les différents systèmes. Donc, il y a une norme qui existe. Le fait qu'on reçoive les images inversées, le fait qu'une image ne soit pas lisible par un autre système, normalement, ça ne devrait pas arriver. Aujourd'hui, il n'y a pas de travail global, on va dire, d'homogénéisation des résultats d'IA qui sont mis à disposition dans les solutions PACS. À ma connaissance, ça n'existe pas. Par contre, il existe ce qu'on appelle des certifications de type, par exemple, l'IHE, où tous les fournisseurs de solutions d'imagerie médicale sont invités à s'y présenter et à faire des tests d'intégration et de compatibilité. Alors, beaucoup d'acteurs y sont. Alors, moins souvent les acteurs d'intelligence artificielle, parce que je pense que c'est le début, en fait. Je pense qu'ils y arriveront dans les mois, voire les années à venir. Par contre, en général, ce qui se fait, c'est que quand un problème est détecté sur site, alors c'est le cas pour Télémis, mais c'est le cas, je pense, pour tous les fournisseurs de PACS et tous les fournisseurs globaux de solutions en image médicale. Quand il y a un problème, il faut que les interlocuteurs s'assoient autour de la table et se parlent. Et pour ça, je pense que des acteurs tels que vous, Dr Quentin, vous êtes
bien placés pour savoir que c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire parler les fournisseurs entre eux. Je leur dis, écoutez, moi, vos problèmes techniques, ça m'est complètement égal, il faut que vous me régliez mon problème. Et en fait, je pense que c'est la meilleure des choses à faire, en tout cas aujourd'hui. À part ça, voilà, mais à part ça, non, il n'y a pas de, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de projet global international pour. Non, il n'y a pas ça. Merci. Peut-être avant de répondre aux questions des participants et le temps de les sélectionner, une phase d'échange entre nous. À la lumière de toutes ces présentations, j'ai envie de vous demander à tous, quelle est votre vision de l'intelligence artificielle du futur et de son intégration? Et qu'est-ce qui serait bienvenu comme développement pour améliorer cette intégration et les résultats sur le plan du point de vue du fournisseur avec Madame Munoz et puis des utilisateurs, Madame Fassard et Dr Boguit. On a parlé notamment de ce rapport. On a toujours du mal à savoir si est-ce qu'on le met, est-ce qu'on ne le met pas. Quand on est d'accord, on hésite à le mettre, mais comme parfois on n'est pas d'accord parce qu'il est très sensible, on ne le met pas. Quelle est votre vision? Peut-être Madame Munoz, pour commencer, l'IA du futur, comment améliorer encore l'intégration, quelle est votre vision? C'est quoi les prochaines améliorations? Comme je parlais tout à l'heure, la quantité d'images médicales qui sont disponibles est très grande. Et il n'y a pas que les images médicales, il y a beaucoup d'informations très intéressantes et très importantes pour le suivi des patients dans les RIS et dans les PACS. Donc, pour moi, l'IA du futur, ça va être plutôt aller vers les diagnostics personnalisés et donc la médecine personnalisée en exploitant toute l'information qu'on a, pas seulement l'IRM d'un côté et puis des autres examens cliniques de l'autre, mais en combinant tout ça pour suivre les patients d'une façon plus pertinente. Donc, par contre, par rapport à l'intégration qu'il faut faire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail parce que là, on parle de l'intégration d'un outil, nous, on travaille qu'en IRM, mais comme on voudra, et c'est la tendance, aller vers la combinaison de plusieurs modalités des autres valeurs cliniques, il faudra aussi travailler dans la complexité de cette intégration. Madame Fassard, du coup, et Dr Boguit, vos attentes sur l'évolution des outils d'intelligence artificielle et comme je le disais tout à l'heure, ce rapport, qu'est-ce que vous en faites? Le rapport, c'est ce que je disais tout à l'heure, le rapport pour l'instant, il est difficile de le mettre une fois, de ne pas le mettre la seconde fois, du fait de la sensibilité. Il y a parfois des discordances qui peuvent être angoissantes pour le patient, donc on ne le met pas. Le rapport, moi, je l'aimerais évolutif, c'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de cerclage, de contourage gravé dans le marbre, enfin gravé dans l'image. En effet, si on pouvait mettre en adéquation parce qu'en fait, on analyse à la fois les images, puis on analyse le rapport pixel. Et à nous de faire la synthèse et d'accepter ou pas certaines images. Donc, si ce travail de synthèse pouvait être évolutif et s'intégrer dans un rapport modulable, je pense que d'un point de vue pratique et sans aller dans l'intégration globale du patient dans sa maladie et dans son traitement, qui est un très beau projet, mais déjà sur des petits détails pratiques, je pense qu'on aurait un grand bénéfice. Après, en effet, quand vous nous parliez d'IA et de projets médicaux à plus longue échéance, on travaille dans une structure d'oncologie, comme je le disais tout à l'heure. Si on peut permettre, grâce à l'IA, de fusionner le TEP, l'IRM diagnostic, enfin, ça a déjà bien avancé, mais le TEP, la dosie, le centrage, le contourage, l'IRM, c'est un vrai projet d'avenir. Mais avant ce grand projet, c'est vrai que des petites choses comme le rapport Pixel, qui sont bêtement pratiques, sont fondamentaux, en effet. Ça me semble vraiment fondamental. Voilà. Sur le point de vue des manipulateurs? Nous, il faut toujours que ce soit pratique et rapide, que ça fasse gagner du temps, mais puis que ça aide au suivi, à la continuité, et que, voilà, que ça puisse aider le radiologue, que ça puisse nous aider et aider la prise en charge du patient et son suivi, en fait. Ouais.
sont suivis. Et si je peux juste me permettre un petit Oui. propos un petit complément concernant ce que dit Peggy par rapport au fait qu'on travaille ensemble au quotidien, c'est que ce soit un élément fédérateur. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon centre d'imagerie sans une cohésion, sans une bonne équipe globale. Donc, le vrai projet de l'IA, c'est aussi d'être fédérateur, d'apporter en effet un élément, un plus aux patients, mais aussi une collaboration encore plus étroite avec les manips et les radiologues. Ouais, c'est important c'est important de le rappeler. Alors, on a parlé des radiologues et des patients vis-à-vis des prescripteurs, Dr Boguit. Est-ce que vous avez une communication sur le fait que vous utilisiez ou pas cet outil? Est-ce que ça a modifié, je dirais, l'adressage des patients? Parce que nous, on a un petit peu cette expérience-là. On a quand même un peu communiqué auprès des neurologues. Et les neurologues, je dirais, ont plus confiance dans le radiologue qui utilise une solution d'intelligence artificielle que dans le radiologue qui ne l'utilise pas. Est-ce que vous avez ce même retour? Oui, ils sont très intéressés par cette solution. Maintenant, ceux avec lesquels j'échange, c'est ceux qui me font confiance et qui m'envoient des patients. Donc, ils sont intéressés par la solution. Alors, on en avait discuté, mais sur la phase précédente de Pixil, où il y avait quand même plus de discordance que maintenant. Donc, je n'ai pas de retour sur une augmentation comment dirais-je, sur une orientation de l'adressage, une majoration de l'adressage du fait de l'utilisation de Pixil. Ils savent qu'on l'utilise, ils m'ont demandé mon avis, on doit faire des réunions de synthèse assez prochainement, justement. Voilà, mais ça les intéresse beaucoup, en effet. Ok. Bah, écoutez, merci. Alors, pour rester dans le chrono, si j'ose dire, on va peut-être répondre maintenant aux questions des participants qui ont été posées. Alors, une première question peut-être pour Monsieur El Fatei. Est-ce que l'intégration peut se faire avec tous les PACS? Bon, même si vous représentez plutôt Télévis. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On est là pour faire avancer la technologie et l'intelligence artificielle en particulier. Donc, a priori, ce qui est généré, a priori, c'est-à-dire les reconstructions avec les contourages qui sont gravés dans l'image, ce sont des images d'ICOM. Donc, a priori, ces images-là, elles peuvent être intégrées dans n'importe quel PACS, ce qui est rassurant. Donc ça c'est très très bien. Après, il y a et typiquement en fait, on l'a vu dans les différentes présentations. Donc il y a des niveaux d'intégration par contre qui ne sont pas les mêmes et ça va dépendre des différents PACS. Par exemple, la fusion ou l'envoi automatique, donc ce qu'on appelle la gestion du flux, la gestion du workflow. Donc tous ces éléments qui vont faciliter le travail du manip, le travail du médecin et le travail des équipes en général. Ça va dépendre des solutions proposées. Mais l'intégration des résultats et a priori même l'envoi donc des images, des données brutes vers le serveur de Pixil, n'importe quel PACS devrait pouvoir le faire. Ok. Une autre question sur la mesure de l'atrophie. Alors, chez Pixil, ça repose sur l'analyse du 3DT1 en écho de gradient. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut utiliser une autre séquence? Est-ce qu'il y a des développements de prévus pour que Pixil puisse utiliser d'autres séquences, notamment le coronal T2, je pense, sur les hippocampes, probablement tridimensionnels, bien évidemment, pour avoir de la volumétrie, ou des séquences de type DIR? Ou, voilà, est-ce qu'il y a des avancées prévues chez Pixil ou est-ce que c'est pour l'instant uniquement limité au 3D et écho de gradient? Donc, l'idée, c'est que ça reste simple. Donc, dans les protocoles qu'on suit en démence ou en Alzheimer, on va plutôt utiliser des T1. Ça, c'est basique, ça, c'est ce qui est utilisé dans la plupart des analyses. Et donc, c'est pour ça qu'on prend un T1. Alors, est-ce qu'on pourrait prendre notre séquence? Oui, on pourrait créer un autre produit qui fait ceci. Mais pour le moment, comme ce n'est pas la pratique courante, on ne l'a pas trouvé pertinent. Mais sinon, comment ça avance dans les temps, les tendances, on pourrait les rajouter, oui. Ok. Une autre question pour Monsieur El Fatei. À quelle échéance chez Télémis on peut espérer avoir le contourage des lésions non gravées dans l'image?
C'est une très bonne question. Non, alors c'est pas, aujourd'hui, j'ai pas de date à donner. C'est absolument impossible. On est encore concentré sur la release des versions sur lesquelles on est en train de travailler. On a des impératifs très spécifiques en France, particulièrement par rapport à des réglementations nationales qui vont être la priorité dans les semaines et mois à venir. Donc non, c'est clairement pas pour tout de suite. C'est quelque chose sur lequel on veut travailler. On en avait déjà parlé l'année dernière, on en a reparlé cette année. Donc c'est quelque chose qui est vraiment bouillonnant. Mais donc non, malheureusement aussi dans les semaines et mois à venir, là, tout de suite, c'est clairement pas prévu. Donc ça, une fois qu'on aura traversé la vague spécifique là qui concerne le Ségur en France, on se focalisera sur ce point-là. Ok. Une dernière question peut-être par quelqu'un qui est un passionné d'intelligence artificielle qui demande si côté Pixil, il y a des outils en développement sur l'AVC, l'accident vasculaire cérébral ischémique. Ça marche très bien, notamment aux États-Unis avec un concurrent qui fait voilà, qui fait beaucoup de promotion sur la segmentation du cœur ischémique sur les diffusions, les analyses automatisées de perfusion. Est-ce que vous travaillez aussi là-dessus? Est-ce qu'il y a des développements de prévus sur les analyses automatisées des AVC ischémiques? Non, alors chez Pixil, on a des projets de recherche et on a des produits. Donc, dans les produits, ce n'est pas prévu de travailler sur l'AVC dans un futur proche. Par contre, il y a la sortie des produits pour des organes abdominaux qui est prévue dans un futur assez proche. Donc, on travaille plutôt encore dans l'IRM, mais autres organes. Autre organe. Parfait. Eh bien, merci. Ce webinaire touche à sa fin pour rester dans les horaires. Donc, avant de laisser la fin, le mot de la fin à l'équipe Pixil, voilà, bon, on espère que vous avez bien sûr pu apprécier les différentes présentations et les échanges, que vous ayez une idée plus claire de ce que c'est que l'intégration d'outils d'intelligence artificielle, les avantages qu'elle apporte. Si on peut résumer ça en quelques points, peut-être retenir que ça permet la rapidité du retour des analyses avec des temps de traitement, comme on l'a dit, 5-7 minutes. Ça rend possible l'utilisation en routine de ces outils et les intégrer dans la conception du compte-rendu. Parce qu'évidemment, à plus de 15 minutes, c'est un peu comme Grouchy, la bataille de Waterloo. C'est trop tard, en fait. C'est après la bataille. Donc, le radiologue a déjà fait son compte-rendu. Donc, on n'est pas dans la bonne cinétique. Et on parle bien d'un retour avec la série segmentée, parce que quand on a uniquement un rapport sur lequel le radiologue ne peut pas quelque part s'interroger, et quand on n'a pas cette série segmentée, on ne va pas dire que ça n'a pas d'intérêt, mais ça en a quand même moins. Se rappeler que cette intégration, ça rend l'activité du radiologue beaucoup plus confortable, puisqu'il n'a pas à surveiller l'arrivée, les envois des séries. Donc, ça lui permet de se concentrer sur les lésions litigieuses. Et on a vu un certain nombre de perspectives futures d'amélioration de ces intégrations qui voilà, nous donnent envie de continuer à utiliser ces outils et de voir ce que ça donne. Voilà, merci à tous. Merci, docteur Quentin. J'en profite pour remercier tous nos intervenants d'aujourd'hui qui nous ont offert une discussion vraiment très intéressante. Je remercie également tous les spectateurs qui nous ont suivis pendant cette heure. Alors, je pense que vous l'avez compris avec les différents témoignages que nous avons eus ce soir, la problématique d'intégration est vraiment au cœur des préoccupations de Pixil. Non seulement nous avons à cœur de produire des algorithmes fiables, robustes et sensibles, mais aussi de les intégrer de façon transparente et efficace dans la routine des professionnels de santé. Et donc, pour ça, nous avons beaucoup de beaux projets en cours à venir, toujours avec pour mission de soutenir les radiologues dans leur pratique et de répondre à vos différents besoins. Donc, pour ceux qui aimeraient en savoir davantage sur nos outils, sur nos projets, nous serons ravis d'échanger avec vous. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous pourrez également nous retrouver au prochain congrès de radiologie, au congrès de radiologie européen, l'ECR, du 1er au 5 mars à Vienne, en Autriche, et puis à la SFNR, le congrès de la Société française de neuroradiologie, fin mars à Paris. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée et merci encore. Au revoir.